Coucou, c'est Victor. On est en pleine campagne d'appel aux dons pour le podcast. C'est un moment crucial parce que si cette campagne est un succès, le podcast est garanti de pouvoir exister ces prochaines années. On a presque atteint le premier palier qui est le minimum vital pour produire le podcast dans de bonnes conditions. Il suffit que quelques personnes en plus s'abonnent sur les plateformes de financement pour faire un petit don chaque mois et comme un poisson dans l'eau, sera sûr de pouvoir continuer. Merci beaucoup à toutes les personnes qui soutiennent le podcast et lui permettent d'être accessible et gratuit pour tous. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des questions comme ça en France, la question environnementale, la question écologique, la question antispéciste. Il y a des questions où on ne peut être légitime que si on est blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, non-blanc, c'est une sous-catégorie de l'humanité. Et cette sous-catégorie, elle est invitée à se soucier des problèmes de sa sous-catégorie. C'est tout. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch. Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Dalila Awada disait dans une conférence en 2017 « Le racisme est un frein à l'efficacité. Il ralentit les gains qu'on peut faire dans d'autres luttes. » Fin de la citation. Plus spécifiquement, l'islamophobie est un frein à la libération animale. Parce que les personnes arabes et ou musulmanes, en plus d'avoir à subir cette islamophobie et devoir lutter contre elle au quotidien, se voient empêchées de s'emparer de combats universels, car elles sont renvoyées à leur situation minoritaire. C'est une question, je crois, qu'il faut qu'on prenne de front dans le mouvement antispéciste, si on veut s'assurer que tout le monde se sente pleinement légitime à lutter pour la libération animale. Et pour ce faire, j'ai l'immense plaisir pour ouvrir cette 3e saison de recevoir nul autre que Fatima Wassak. Elle est politologue, militante féministe, antiraciste, écologiste et antispéciste. C'est la cofondatrice du syndicat de parents Front de Mer et de Vert Dragon, la première maison de l'écologie populaire en France, à Bagnolet. C'est aussi l'autrice de La puissance des mers, paru à la Découverte en 2020, et Pour une écologie pirate, paru aussi à la Découverte en 2023. Dans cette première partie, on a parlé ensemble d'islamophobie, d'antispécisme, de domination alimentaire et des mers en tant que sujet politique et même révolutionnaire. C'est parti. Bonjour Fatima Wassak. Bonjour Victor. Je suis très heureux de vous recevoir dans le podcast aujourd'hui. Vous êtes engagée depuis longtemps sur plusieurs fronts. Vous êtes reconnue comme une figure féministe, antiraciste, écologiste, luttant depuis et pour les quartiers populaires. Mais on sait beaucoup moins que vous portez aussi dans votre discours et dans vos luttes une dénonciation du spécisme. Et non seulement on le sait moins, mais comme on va le voir dans cet épisode, on vous refuse parfois même la légitimité de porter ce combat en tant que femme racisée des quartiers populaires. Alors vous le racontez vraiment très bien dans votre premier livre, La puissance des mers. Une des luttes que vous avez menées est partie d'un refus, le refus de l'institution scolaire de permettre à votre enfant d'avoir une alternative végétarienne. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu pourquoi et comment a été formulé ce refus ? Alors c'était plus qu'un refus, c'était des attaques pour nous empêcher de porter cette revendication donc pour une alternative végétarienne dans les cantines de Bagnolet, donc en Seine-Saint-Denis. Oui, au départ, c'est le parent que je suis qui vient très naturellement demander à ce qu'une solution soit trouvée pour mon enfant, qu'il puisse avoir accès à un repas équilibré, sans qu'il y ait de la viande dans l'assiette. Voilà, donc ça partait vraiment de quelque chose de très anodin, et c'est là qu'ont commencé donc les problèmes, c'est-à-dire que cette revendication, donc plutôt anodine, qui aurait pu être qualifiée de revendication écologiste, comme d'ailleurs elle a été qualifiée de revendication écologiste ailleurs en France. Il y avait déjà une alternative végétarienne dans certaines villes, à Perpignan, à Fontenay-sous-Bois, etc. Donc c'était possible de la qualifier comme telle, écologiste. Là, cette revendication, elle a été qualifiée de communautariste et d'islamiste.
tout de suite, alors on est en 2016, c'est après les attentats islamistes de 2015, donc il y avait quand même une certaine ambiance, on va dire. Ouais. Et donc oui, c'est donc ce refus, mais ces attaques, parce qu'être qualifié, voir son combat de parents qualifiés de communautaristes et islamistes, bon, ça peut évidemment, ça fait mal, c'est une violence, mais ça peut complètement désemparer et pousser à l'abandon, en fait, les parents, quoi. Mais voilà, on n'a pas abandonné, donc à quelques parents, quelques mères en fait, parce que les parents qui s'occupent et de l'éducation de leurs enfants et plus précisément encore de la nourriture, évidemment qu'il y avait de fortes chances qu'on soit à 100% des femmes. Donc à 8, on était 8 autour de la table, on s'est dit bon, on va pas se laisser marcher sur les pieds, on va pas se laisser faire, il s'agit quand même de nos enfants, et donc on va imposer une manière de lire en fait cette revendication. On va refuser, nous, pour le coup, cette qualification, ce procès en communautarisme et en islamisme, et on va défendre une ligne et écologique et environnementale, et on va parler de la maltraitance animale, et on va parler de tout ce dont on a envie de parler. On va l'imposer notamment en invitant des organisations militantes, des personnalités, etc. On va associer nos enfants, on va associer les familles du quartier et des quartiers populaires de Bagnolet. Et voilà, on a tellement bien bossé qu'après plusieurs années, évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on a réussi à imposer encore une fois, notre manière de qualifier notre combat. Et donc oui, ce combat, il peut être qualifié d'écologiste, d'antispéciste, d'une certaine mesure, en fait, dans une certaine mesure. Alors, c'est pas évident, mais je pense qu'on peut... Parce que vous parliez aussi des animaux, notamment... Oui, alors, c'était pas évident. Alors, c'est compliqué, parce que, au départ, me concernant, à l'occasion des réunions avec les parents d'élèves, parce que les premiers accrochages, en réalité, c'est pas l'institution, c'est vraiment les parents d'élèves, en fait, qui se levaient vraiment très très tôt le matin pour empêcher le parent que je suis de discuter de l'alternative végétarienne. À l'occasion de ces réunions, en fait, il y a un mot qui revenait beaucoup, c'est le mot halal. Et pour dire, voyez, en fait, en réalité, c'est pas une vraie revendication écologiste. En réalité, ce qu'elle veut, son projet masqué, si on cherche bien, si on gratte bien, en fait, c'est le halal. Et en réalité, donc, elle veut imposer le halal dans les écoles et plus globalement, elle veut islamiser l'école, en fait. Il se trouve que je suis une militante antiraciste et que c'est le procès qu'on fait aux militants et aux militantes antiracistes de manière générale. C'est-à-dire, il y a toujours un projet masqué, en fait. Il y a une forme de fourberie. Ghassanadj en parle dans son livre « Le loup et le musulman ». Il dit à quel point, en fait, les personnes non blanches, musulmanes, les personnes migrantes sont toujours soupçonnées, en fait, de cacher leur jeu. Et en réalité d'avoir un projet machiavélique qu'à un moment donné, voilà, il donne à voir, mais plusieurs années après, quoi. Et donc voilà, première année, je veux imposer l'alternative végétarienne, et puis quelques années après, carnivore, halal, voilà, le halal pour tout le monde, la viande pour tout le monde. Et donc voilà, il s'agissait stratégiquement de lutter contre ça, de contrecarrer ça. Et donc, déjà, à l'époque, moi, je ne me voyais pas du tout venir avec la question spéciste, antispéciste, même la cause animale, enfin, telle qu'on en parle de manière assez majoritaire, assez populaire, en fait. Parce que, là, tout à coup, je tombais je confortais, en fait, je confirmais le fait que oui, ce qui m'importait, c'est le rapport, en fait, aux animaux non humains, puisque, au fond du fond, en fait, la notion de halal renvoie au licite, et donc à l'illicite. Moi, j'aurais bien voulu en parler. En fait, j'aurais bien voulu dire, oui, en fait, y compris en tant que musulmane, moi, j'ai quelque chose à dire sur la nourriture, là, qui est servie à mon enfant. Et donc, oui, effectivement, en grattant, ce qui se cache derrière, c'est le rapport aux animaux non humains, en tant que musulmane. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le débat était tellement piégé, en fait, où tout de suite, si je me présentais en tant que musulmane, c'est-à-dire que si je donnais à voir ma vision des choses, ma vision du monde, dans une perspective islamique, musulmane, religieuse, j'allais conforter tout le procès qui m'était fait. Et donc, finalement, c'est une question que moi-même, j'ai esquivée, quoi. Oui. Vraiment, lors de ces réunions, je passais mon temps à repasser derrière les comptes rendus pour dire non, je n'ai jamais parlé de halal, retirez ce mot des comptes rendus, c'est pas vrai. Ça faisait pas partie de vos arguments, mais on vous renvoyait toujours à ça, en fait. Absolument. Et paradoxalement, je ne pouvais pas saisir la balle au bond pour dire, oui,
c'est légitime en fait. Il peut y avoir un propos antispéciste, on peut parler de la cause animale, de la manière dont on traite les animaux non humains dans les élevages industriels, etc. On ne pouvait pas le faire parce qu'encore une fois, étant donné que nous sommes des femmes non blanches et musulmanes, ça n'aurait pas été considéré comme une revendication légitime. Encore une fois, ça aurait conforté cette idée qu'on avançait masquée, c'est-à-dire qu'on faisait avancer nos pions islamiques au sein de cette institution scolaire et en réalité au sein de la société française. Donc, et c'est bien dommage en fait. Vraiment à l'époque, moi je me disais, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir ce débat parce que c'est un débat qui existait déjà, que je connaissais déjà dans ce qu'on peut appeler la communauté musulmane pour le dire vite, c'est-à-dire vraiment des interrogations, même des angoisses par rapport à ce que nous mangions et ce que mangent nos enfants. En fait, il y a vraiment ça, je sais que c'est un questionnement, des débats qui existent déjà, qui sont profonds, qui sont spirituels, ce sont des débats qui sont même philosophiques, qui auraient mérité en fait d'être écoutés, d'être entendus par ses parents, qui étaient là à Bagnolet, par le champ politique, peut-être par le champ antispéciste, peut-être, c'est-à-dire, mais c'est bien dommage de ne pas prêter attention, sous prétexte que ces personnes-là ne ressemblent pas aux personnes qu'on a l'habitude d'entendre sur la question antispéciste, sur la cause animale. Sous ce prétexte, en fait, on ne prête pas attention, ce qui pourrait pourtant faire avancer cette cause, en fait. Le racisme, en fait, produit des ornières, comment il court-circuite la cause antispéciste. C'est assez impressionnant. Oui, parce qu'en fait, il y a une sorte d'investissement de la question de la nourriture, de la consommation, par ces questions qui traversent. Concrètement, même, vous écrivez dans le livre, le chef de cantine vous a dit ah ben non, faut que tout le monde mange pareil. Une forme de mobilisation d'une idée universaliste, et il vous disait votre fille a qu'à pas manger la viande, a qu'à la mettre de côté. On vous disait sinon votre fille sera pas bien intégrée. Et on vous disait aussi ici on défend la laïcité. Oui, c'est-à-dire, alors ce qui s'est passé à l'époque, c'est que était totalement associé le fait de consommer de la viande avec l'assimilation, l'intégration à la société française. Alors il y a là quelque chose quand même d'assez spécifique à la société française et à la France, c'est-à-dire vraiment le fait de manger tel ou tel plat, telle ou telle nourriture participe de son assimilation dès lors qu'on est non blanc. Il faut pouvoir prouver en fait qu'on est bien intégré à la société française, et donc pour bien le prouver, il faut donner à voir le fait que on consomme de la viande, mais on boit de l'alcool, on aime tel ou tel plat dit traditionnel. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve pas dans d'autres sociétés, typiquement la société américaine ou états-unienne. Voilà, donc il y a une singularité là qui est française. Certainement aussi qu'il y a l'industrie agroalimentaire, le lobby de la viande, qui ont beaucoup joué à l'époque. Et d'ailleurs, on n'a pas pu nous poser cette question-là dès les premiers jours de notre mobilisation pour une alternative végétarienne. Alors, alternative végétarienne, à l'époque, telle que nous, on posait le problème, l'alternative, c'était bien un choix entre un repas carné et un repas non carné. Et il ne s'agissait pas d'imposer à tout le monde, en fait, un repas végétalien. Non, juste d'avoir le choix, en fait. C'était juste la question du choix. On est devenu plus exigeante et plus radicale au fur et à mesure des années. Au départ, c'était simplement le choix. De toute façon, on n'était pas en mesure, nous, parents minoritaires, d'imposer quoi que ce soit aux autres parents. Ouais. Donc, c'était vraiment de dire, mais vous faites ce que vous voulez, décidez de ce que vous voulez pour vos enfants. Nous, voilà ce qu'on préférait pour nos enfants. Ce qui rend d'autant plus absurde qu'on vous ait pas autorisé, en fait, qu'on n'ait pas autorisé votre fille à juste manger végétarien vu qu'elle était végétarienne. Et c'est pour ça que je disais, il y a bien des enjeux politiques et idéologiques derrière. C'est pas juste manger de la viande. C'est cette population non blanche qui a comme ça des revendications égalitaires. Je veux que mon enfant puisse avoir accès à un repas sain, équilibré, etc., à égalité avec les autres enfants. Donc, il s'agit là d'une revendication égalitaire, mais portée par des parents minoritaires. Et évidemment que c'est ça qui a été refusé. En fait, c'est ça qui a été attaqué. On ne veut pas de l'égalité de traitement, tout simplement. C'est-à-dire, ça commence avec la nourriture. Et puis ensuite, ce sont des gens qui vont commencer à parler des discriminations scolaires, qui vont commencer à parler d'accès aux études, d'accès à l'emploi, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à parler d'inégalité et d'égalité sur tous les espaces sociaux. Donc vraiment, on a eu affaire à ça, c'est-à-dire qu'on est, encore une fois,
à la maternelle d'une petite ville. Bagnolet, c'est 35 000 habitants. Je veux dire, c'est des enfants de 3, 4, 5 ans. Je veux dire, c'est pas l'OTAN, quoi. C'est pas le marché international du lobby de la viande. C'est une toute petite école dans une petite ville de Seine-Saint-Denis. Et pourtant, je veux dire, il y a eu une levée de bouclier qui était totale. Je veux dire, le refus, il était dans le moindre petit détail, quoi. On nous a vraiment, on n'a pas accepté en fait que cette mobilisation puisse avoir lieu. On n'a pas eu accès aux salles, on n'a pas eu accès à un espace où on pouvait être entendu comme étant légitime, ni de la part des parents, d'élèves, comme j'ai dit tout à l'heure, organisés avec la FCPE. Donc la FCPE, c'est la Fédération des parents d'élèves. Qui est majoritaire en France, qui est plutôt située à gauche. On n'a pas été entendu non plus de la part de l'école, on n'a pas été entendu de la part de la ville de Bagnolet. Alors c'est dans le détail, hein, mais on n'a pas été entendu non plus de la part d'une association qui s'appelle l'AVF, Association végétarienne de France. Et ça peut paraître très étonnant en fait que l'Association végétarienne de France ne soutienne pas des parents qui demandent, qui revendiquent une alternative végétarienne. Mais entre 2016 et 2018, l'AVF a refusé en fait de nous accompagner, de nous soutenir. Alors au départ avec des faux prétextes, hein, en disant non, mais nous, la cantine, ça nous intéresse pas. C'est pas un espace où on considère que c'est intéressant de mener le combat, etc. Bon. Bizarre. Et ensuite, on a appris, justement parce qu'une personne est venue et a intégré en fait l'équipe de l'AVF qui, elle, voulait travailler avec nous. Donc, à partir de 2018, on a appris qu'en fait, l'AVF avait considéré qu'il s'agissait là, nous concernant, d'une revendication qui remet en question les principes de laïcité. Voilà, c'est-à-dire, non. Une fois de plus, on vous renvoie au communautarisme. Absolument. Systématiquement. Alors, sur la base d'un sondage à l'époque, d'ailleurs, cette personne de l'AVF m'en avait fait part. Elle m'avait dit qu'un sondage avait été mené par l'AVF et qui avait abouti à ce chiffre, 90% des parents qui demandent l'alternative végétarienne dans les écoles, 90%, ce sont des musulmans. Et donc, problème, laïcité. Et donc, voilà, il y a un peu cette idée que on aimerait bien l'alternative végétarienne, puisqu'on défend, en fait, le végétarisme. Mais il ne faudrait pas que ça fasse plaisir aux musulmans, quoi. Il y avait un peu ce truc-là. C'est pour ça que je disais la tension entre l'islamophobie et le racisme et le combat antispéciste, quoi. Alors que ça aurait pu être une occasion de lutte commune à la fois contre le racisme, contre l'islamophobie et contre le spécisme, et pour faire avancer la végétalisation. Absolument. Donc, c'est bien la preuve qu'il ne s'agit pas simplement d'incompréhension, d'ignorance, de causes, de projets politiques qui ne se rejoindraient pas. Non, il s'agit bien d'enjeux, encore une fois, politiques, idéologiques. La question raciale, le racisme, précisément l'islamophobie, c'est pas une sous-question en France. Hein. C'est vraiment très puissant. La preuve, c'est que ça peut même remettre en question un combat qui aurait pu être commun. Oui, vous dites même, vous le dites super bien dans votre livre, que vous avez été empêché de porter des combats universels. Vous écrivez « Les personnes et organisations majoritaires refusent aux minoritaires d'être pionnières sur la question sociale et les enjeux politiques généraux autour des valeurs d'égalité et de justice ». Oui, c'est-à-dire qu'il y a des questions comme ça en France, la question environnementale, la question écologique, la question antispéciste. Il y a des questions où on ne peut être légitime que si on est blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, non-blanc, c'est une sous-catégorie de l'humanité. Et cette sous-catégorie, elle est invitée à se soucier des problèmes de sa sous-catégorie. C'est tout. Je veux dire, si on avait tenu comme ça un discours sur ce qui se passe dans les quartiers populaires, les trafics de drogue, l'islamisation du quartier, la délinquance, pourquoi pas même la police, tout va bien. Voilà, on a affaire là à des musulmans, à des arabes, à des noirs qui parlent aux musulmans, aux arabes et aux noirs, et donc ils parlent à leur tribu, quoi, quelque part. Ils parlent à leur sous-catégorie. Mais alors, ces gens-là qui, tout à coup, auraient l'ambition de s'adresser à la totalité, de s'adresser à tout le monde, y compris aux personnes blanches, non, surtout pas. Enfin, je veux dire, c'est ambition rejetée, quoi. C'est non, retournez comme ça à vos tribus, retournez à vos caves, retournez à vos quartiers. Et c'est effectivement, c'est toute la difficulté pour les personnes minoritaires d'accéder à la légitimité de lutter. Il faut déjà être légitime pour lutter, pour pouvoir lutter, quoi. Il y a un étage supplémentaire, quoi. Quand on est non blanche, quand on est musulman, musulmane.
Et c'est ça qu'il a fallu, affronter. Mais en même temps, je l'ai dit pour commencer, on a réussi quand même à imposer notre récit déjà, notre combat, et on a gagné. Donc c'est bien la preuve que malgré tout, on a par exemple fini par travailler avec l'AVF. Donc c'est dire déjà qu'on n'est pas rancunière, parce que voilà, on fait de la politique, on milite, et donc voilà, il ne s'agit pas d'être sur des rapports comme ça interpersonnels. On sait bien ce qui se passe dans ce pays, on connaît son histoire et on sait comment la société fonctionne. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que voilà, il faut faire preuve de stratégie dans ces cas-là. Donc il faut, dans les choix que l'on peut faire, je disais tout à l'heure, la question antispéciste, on la met de côté, parce qu'en fait, il s'agit d'abord d'imposer le propos écologiste. Ce que je veux dire là, c'est que voilà, l'antispécisme de toute façon ne fait pas partie, n'est pas une sous-question de l'écologie. Là, la question écologiste telle qu'on l'a imposée nous, c'était dans sa dimension environnementale. Donc, par exemple, il m'est arrivé de dire l'impact des élevages intensifs et industriels sur le réchauffement climatique. Bon, pour moi, ça c'est un propos écologiste, il n'est pas antispéciste, puisque voilà, il tend à réduire à nouveau les animaux non humains à leur utilité en fait pour nous, pour les humains quoi. Oui. Donc notre propos, il était écologiste, il n'était pas antispéciste. Encore une fois, c'est pas de notre fait. C'est-à-dire, c'était un choix stratégique, même tactique. C'était impossible dans les circonstances, au moment où vous l'avez porté, de pouvoir le porter avec cet angle-là. Bah oui, parce que tous les gens dont je parlais tout à l'heure, toutes les organisations qui nous attaquaient à l'époque, tout à coup auraient dit « Ah, mais on vous l'avait dit, en fait, ce qui l'intéresse, c'est le halal ». Et encore une fois, moi j'aspire à ce que dans ce pays, on arrive dans le champ antispéciste, avec les organisations antispécistes, avec les militants et militantes antispécistes, à parler de halal. Enfin, moi je me dis que voilà, il faut prendre le temps. Là, c'était pas le moment. Oui. Même s'il y a des choses qui ont émergé, il y a une conscientisation aussi au sein du Front de Mer, donc qui portait cette revendication. Il y a une conscientisation et on a avancé. Je veux dire, on n'était pas toutes d'accord au même niveau en 2016. On a en interne beaucoup avancé sur ces questions. Je pense que la population musulmane qui vit en France a aussi avancé depuis sur ces questions, comme je l'ai dit, au sein même de la communauté, dans des espaces comme les mosquées, la famille, l'espace public, certains médias, sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'on a pas mal avancé en fait depuis quelques années. Voilà, dans quelle mesure aujourd'hui notre défi en fait, nous qui défendons cette cause commune, c'est de réussir en fait à faire circuler cette parole, ces considérations, à ne pas les rejeter parce qu'elles seraient pas considérées comme étant non pas légitimes mais parfaites. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention parce que voilà, tel mot qui serait employé n'est pas le bon. Voilà, une sorte de perfection, en fait, de pureté en fait, qu'on ne trouverait pas chez ces gens-là, dans cette communauté, etc. Ça, je pense qu'il faut quand même un peu comment dire, faut mettre un peu d'eau dans son coca, voilà. Mais pour voilà laisser la place à autre chose en fait, et écouter, et vraiment avec cette sincérité de se dire mais il y a quelque chose là à aller chercher. Et oui, on peut évoluer ensemble en fait, on peut avancer ensemble. Oui. Voilà. Exister en fait en tant que sujet qui puisse être porteuse finalement de projets politiques transformateurs, universalistes. C'est tout l'objet de votre premier ouvrage, La puissance des mers, où vous cherchez justement à montrer que face au fait d'avoir été empêché d'exister en tant que sujet politique, vous vous emparez de cette figure des mers qui sont, selon vous, non seulement des sujets politiques légitimes, mais aussi des sujets révolutionnaires même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelle est l'intention de cet ouvrage et de cette figure-là ? Oui, parce que alors l'idée, c'est de dire que les mères que nous sommes, la mère que je suis, c'est pas cet individu qui se contente à la maison de préparer à manger, de soigner ses enfants et surtout de tempérer leur colère. Voilà, ça c'est grosso modo les représentations majoritaires concernant les mères, y compris d'ailleurs jusqu'à peu dans les milieux féministes. C'est vraiment l'angle mort
du féminisme. C'était l'angle mort du féminisme il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'il y avait un peu un tabou. Ouais, c'était un tabou, même parfois c'était même explicite. Hein. On a longtemps considéré, dans le féminisme majoritaire, que dans une tradition un peu, à travers une figure comme Simone de Beauvoir par exemple, que les mères, voilà des personnes aliénées qui empêchent les femmes en elles de se libérer. Et donc, alors pour des raisons pour grande partie légitime au départ. C'est effectivement l'essentiel de la domination patriarcale, des dominations sexistes ont lieu au sein des familles et qu'il y a un enjeu, oui c'est vrai, à extraire en fait les femmes de cette réduction à la maternité, voilà, qui a longtemps été un instrument du patriarcat. Absolument. Et donc là, il y a là un enjeu et une lutte donc qui sont totalement légitimes. Mais alors, c'est dommage en fait de ne pas prendre en considération le fait que beaucoup des discriminations que nous subissons en tant que femmes, nous les subissons aussi en tant que mères d'une part, mais aussi beaucoup des violences et des discriminations que subissent nos enfants pourraient être combattues si nous nous organisions en tant que mères. Et je pense que c'est pas anodin d'ailleurs que le travail politique, intellectuel, militant, pour faire des mères un sujet politique, un sujet révolutionnaire, viennent des quartiers populaires et viennent notamment des personnes non blanches, des mères non blanches. Je pense que c'est pas anodin parce que il s'agit là, dans ces quartiers, des enfants qui sont les plus malmenés, les plus violentés, les plus discriminés. Moi, je parle même de désenfantisation. Et donc, il est normal que pour la mère que je suis, pour les mères que nous sommes, dans les quartiers populaires, pour grande partie non blanches, on ne se satisfasse pas de cette idée que, mais non... nous ne voulons pas être réduites à notre rôle de mère, tant pis pour nos enfants. Enfin, je veux dire, nos enfants ont besoin, encore plus que d'autres, d'être protégés par leur mère. C'est-à-dire concrètement, quand vous parlez de désenfantisation, c'est-à-dire ils sont empêchés de garder le statut d'enfant qui est censé être un statut protecteur ? Oui, c'est-à-dire que c'est considérer ces enfants, non pas comme des enfants, mais comme une menace, comme un problème à venir, c'est-à-dire qu'on va les considérer aussi mal que les adultes de leur groupe social. C'est-à-dire que tel enfant, parce que c'est un arabe, parce que c'est une enfant qui est considérée comme étant migrante, on va dire, c'est un problème, c'est une menace, cet enfant n'a pas traîné dans la rue, n'a pas traîné dehors, on va le violenter et on va considérer que c'est pas grave. Il a le cuir épais, cet enfant, il en a vu d'autres, il y a des violences à la maison, c'est sûr. De toute façon, c'est la faute de leurs parents, c'est-à-dire que la désenfantisation accompagne aussi la déshumanisation et la diabolisation des parents. Enfin, ces deux processus vont ensemble. Donc voilà le sort qui est réservé effectivement aux enfants non blancs, mais aussi migrants, enfin considérés comme migrants. Je mets migrants avec des guillemets, et musulmans en France. Et donc oui, face à cette désenfantisation, les mères que nous sommes n'ont pas d'autre choix en réalité que de s'organiser collectivement en disant évidemment que lorsqu'on dit que les mères sont un sujet politique, c'est pas pour avoir le droit de faire la vaisselle, pour avoir le droit de plus s'occuper des enfants à la maison, etc. C'est pas du tout ça qu'on défend. Non, nous on défend un projet politique collectif, on défend le fait d'exister dehors en fait. C'est-à-dire, voilà, les mères sont légitimes à mener des combats politiques dans l'espace public, ce qu'on nous refuse jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce combat-là effectivement qu'on a cherché à mener en disant, nous tempérer les colères de nos enfants, ça ne nous intéresse pas. Il se trouve que les médias, les pouvoirs publics, lorsque un de nos enfants est agressé, violenté par les forces de l'ordre, par la police, par les forces de l'ordre établies. Et ça peut même conduire l'enfant en question jusqu'à la mort. Il se trouve que ces médias et ces pouvoirs publics débarquent dans les quartiers pour chercher une ou deux mamans, une ou deux mères, et pour lui demander si elle appelle au calme. Donc vraiment, c'est tout le rôle de tempérance en fait qui est attendu des mères dans les quartiers populaires, des mères en général, mais ces mères-là en particulier. Et c'est comment en fait nous on refuse cette fonction-là, ce rôle qu'on nous demande de jouer, donc ce rôle tampon. Je parle de mère tampon. Et au contraire, on parle de mère dragon. Alors, cette figure du dragon, moi, je la mobilise beaucoup dans La puissance des mères. C'est d'ailleurs la figure centrale de ce livre. Parce qu'il y avait une réflexion quand même sur la réduction des mères, des femmes, de manière générale, pas que des femmes et des mères non blanches, à être des louves, des lionnes. Il y a quelque chose là, en tant que féministe, qui me gênait. Et en même temps, alors je le tenais pour acquis.
Je parle dans La puissance des mères des folles de la place de Mai et des folles de la place Vendôme, alors qui se sont auto-définies comme folles par retour du stigmate en disant « Ah, vous nous traitez comme de folles ». Alors, rapidement, les folles de la place de Mai, ce sont des femmes, des mères, qui dans les années 70 en Argentine se sont mobilisées pour obtenir la vérité et la justice concernant leurs enfants, jeunes adultes de gauche, qui ont été enlevés, torturés et malheureusement tués par le régime militaire argentin. Et donc, elles se rassemblaient sur la place de Mai. Et alors, la junte militaire leur disait « Mais rentrez chez vous, bande de folles ». Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les mères n'ont pas de légitimité à être dans l'espace public. C'est un espace politique. Et donc, il y a une assignation à résidence. Et elles, voilà, ce qu'elles ont répondu à l'époque, c'est « Ah bah oui, nous sommes folles de rage, folles d'amour pour nos enfants. On ne quittera pas cette place. » Et donc, elles sont restées là pendant des années pour obtenir gain de cause. Et alors, c'est intéressant parce que elles, dans leur discours politique, à l'époque, elles se définissaient comme folles, mais comme lionnes aussi. Donc, elles disaient « Nous, les lionnes ». Et donc, en tant que féministe et aussi en tant qu'antiraciste, évidemment, là, il y a quelque chose qui me gênait. Une manière aussi que le champ politique, que les organisations politiques majoritaires ont de réduire le propos des individus en fonction de leur genre, en fonction de leur couleur de peau, etc., pour le stigmatiser, pour le délégitimer, une manière de le renvoyer à une animalité, en fait. Voilà, ce sont les tripes qui parlent, la colère, et donc, sous-entendu, pas l'intellect, c'est pas politique, voilà, c'est quelque chose de très instinctif, c'est l'instinct maternel, voilà. Et donc il y a là évidemment quelque chose qui me gêne parce que ça s'inscrit dans une histoire, encore une fois, de stigmatisation, de sous-humanisation. Oui, l'animalisation, une fois de plus, qui sert en fait le racisme ou la sous-humanisation de certaines catégories minorisées d'humains. Absolument. Mais je suis antispéciste, c'est-à-dire qu'il y avait là comme une petite tension, en fait, des points de vigilance, on va dire, féministes et antiracistes, et en même temps, mais il n'y a pas de problème. Je veux dire, les lionnes, les louves aussi, parce que alors, les folles de la place Vendôme, donc des mères dans les années 80 qui, elles, donc exigeaient justice après que des policiers ont tué leur fils. Elles, donc, se définissaient comme louves. Il n'y a pas de problème avec les louves. Enfin, je veux dire, je suis antispéciste, donc ça me dérange pas du tout de m'auto-définir comme une louve ou comme une lionne. Alors voilà, il y avait cette tension, alors que j'ai réglé, du coup, avec cette histoire de dragon, parce que alors, dragon, ça n'existe pas. Voilà, donc ça, c'est cool. C'est pas un animal, c'est pas une créature qui est mobilisée dans l'histoire pour réduire tel ou tel groupe d'individus, tel ou tel groupe d'humains. Voilà, c'est plutôt un symbole de puissance. Et puis voilà, c'est glorieux, quoi. C'est-à-dire que là où les mères sont considérées comme de pauvres petites choses, toutes fragiles, toutes douces, là tout à coup, c'est du feu, quoi. Et c'est la révolution, et c'est la puissance, et c'est une manière de dire on ne rigolera pas, nous, mères organisées politiquement, si on touche un cheveu de nos enfants. Et donc, et alors en plus, il n'est pas genré. Voilà, le dragon, c'est cool parce qu'il n'est pas genré. Alors, parfois, on me dit dragon et tout, je déteste ce mot. C'est laisser tranquille, les dragons, ils ne sont pas genrés. Et je trouve que c'est intéressant, justement. Alors, d'une part, le trouble dans le genre que ça instaure entre féminin et masculin, cette histoire de dragon. Et puis, c'est intéressant aussi comme champ des possibles, en fait. Alors, à l'heure où j'écrivais La puissance des mères en 2020, j'étais pas encore, au sein du Front de mer, en tout cas, on n'avait pas encore suffisamment avancé sur des questions, notamment d'homoparentalité, sur l'organisation des parents queer. Alors là, ça vient, ces questions arrivent au sein du Front de mer grâce à notre porte-parole Priscilla Zamor, qui porte vraiment pour le Front de mer ces questions-là. À l'époque, voilà, je devinais que ce sont des questions qui allaient être centrales au sein du Front de mer. Mais alors, du coup, les dragons, ça permettait d'ouvrir. Voilà, un dragon, c'est ni féminin ni masculin. Donc, il n'y a pas que les mères au sens, déjà biologique. On peut se soucier évidemment du sort des enfants sans forcément être la mère biologique des enfants, de l'enfant en question. Et puis, surtout, voilà, père, mère, parents. Là, il y a quelque chose à aller ouvrir, je pense, dans nos horizons et féministes et antiracistes et antispécistes aussi. En fait, que je trouve intéressant avec la figure du dragon. Et donc oui, ce Front de mer qui est en fait ce syndicat de parents que vous avez cofondé,
à Bagnolet notamment, est allé au front sur le combat de ce que vous appelez la domination alimentaire que subissaient vos enfants et qui, selon vous, profite en fait aux industries agroalimentaires. C'est quoi cette domination alimentaire ? Oui, alors là, c'est vraiment la perspective écologiste telle que j'en parlais tout à l'heure. Donc, je le disais, on part bien de l'assiette de l'enfant. C'est pour ça que je disais, c'est pas une entrée antispéciste. Voilà, parce que je sais bien qu'il y a quelque chose là qui peut poser problème dans une perspective antispéciste. Non, dans une perspective donc écologiste, on part donc de ce que mangent nos enfants, ces enfants-là, en Seine-Saint-Denis, qui sont pour beaucoup non blancs, musulmans, qu'on stigmatise. Voilà, qu'est-ce que ces enfants mangent ? Alors, on sait qu'ils mangent plus mal que d'autres et que c'est en raison de leur classe sociale, en raison du territoire qu'ils et elles habitent, en raison de leur couleur de peau, en raison de leur religion. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est documenté, qui est chiffré. Et alors, en creusant un petit peu sur cette histoire de viande qu'on impose aux enfants, alors oui, quand je dis qu'on impose, c'est qu'on a eu affaire à l'époque, moi en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, constater en tant que parent en 2016, on a eu affaire à des personnes dans les cantines scolaires qui forçaient les enfants, forcés parce que ce sont des enfants qui ont 3 ans et demi, 4 ans, donc quand un adulte avec un rapport d'autorité dit à l'enfant « mais goûte cette viande », et il se trouve que c'était du porc, goûte cette viande, tes parents n'ont pas à décider pour toi, voilà, l'école est laïque, on n'a pas à t'imposer le fait de manger cet aliment ou cet autre, tu feras ton choix, tu es libre de choisir ce que tu veux. Et c'était en fait eux qui étaient en train d'imposer la consommation d'un animal, en l'occurrence le porc, voilà, à ses enfants. Voilà, et pour des raisons islamophobes, clairement islamophobes. Et donc voilà, on a eu affaire à ça à l'époque. Il n'y a pas qu'à Bagnolet, hein. Vraiment c'est quelque chose, c'est un phénomène qu'on pouvait retrouver quand même beaucoup dans les cantines scolaires un peu partout, où il y a des enfants musulmans en fait. Et donc voilà, il y a ces enfants qui subissent donc ces discriminations, cette stigmatisation. Et en creusant un petit peu, on voit à quel point tout le monde ne consomme pas de la viande de la même manière. C'est-à-dire que, alors j'ai commencé par le dire tout à l'heure, quand on a commencé à se mobiliser pour une alternative végétarienne à la cantine, mais dès les premiers jours, on a vu arriver, je peux témoigner, les camarades du Front de Mer peuvent témoigner, qu'on a vu arriver devant les écoles des personnes en costard-cravate qui venaient parler aux institutions, donc notamment aux écoles, aux directions, directeurs, directrices des écoles, et qui distribuaient aux parents des petits flyers, des tracts, pour dire, alors en se basant sur des chiffres, des données, pour dire à quel point la consommation de viande était absolument nécessaire pour le développement de l'enfant. Et alors là où c'était vicieux, c'est que vraiment, on est sur une période aujourd'hui où les parents sont très angoissés, évidemment, pour l'avenir de leurs enfants. Parce que ça correspondait en plus, vous vous souvenez, à Parcoursup, c'est-à-dire vraiment les enfants du 93, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ils n'auront pas de place plus tard pour occuper des métiers à forte valeur sociale, on va leur envoyer comme ça vers le bâtiment, vers la restauration, etc., vers le chômage. Et donc, il y a déjà cette angoisse, et dès le plus jeune âge. Je veux dire, ce sont des parents qui sont angoissés dès la maternelle, dès la primaire. Enfin, tous les parents sont angoissés, hein, ça c'est la base. Mais je veux dire, ceux-là en particulier. Et donc là, voilà, il y avait des tracts où on expliquait que la non-consommation de viande, donc voilà, on parlait de viande à la cantine, et de manière générale, pouvait provoquer mais carrément du retard scolaire, quoi. Je veux dire, du retard intellectuel. Voilà, ce sont des enfants qui allaient développer des carences. Mais ça, c'était dès le premier jour. Donc, en plus, il y avait ça à gérer. Ouais. En plus, il y avait le rapport qu'a l'industrie agroalimentaire de manière générale au corps de nos enfants, en fait. Et à nos corps, en fait. À nos corps, mais dès le plus jeune âge. D'ailleurs, on va considérer que ce corps, il faut le coloniser parce que, potentiellement, c'est ce qui va permettre d'écouler les stocks de production qui sortent des élevages industriels. On produit de la viande. Cette viande, il faut bien qu'elle soit consommée. Et donc, oui, il faut s'assurer que ces gens-là, notamment la classe ouvrière, la classe populaire, les classes populaires, ne se conscientisent pas sur la provenance de cette viande, ne se posent pas de questions concernant cette viande et continuent en fait de consommer matin, midi et soir de la viande. Alors, on la masque de plus en plus. Et on voit bien, dans les cantines scolaires, c'est de la viande donc dite industrielle. Ce sont des cordons bleus, alors ce qu'on appelle des cordons bleus, comme ça, avec des petits termes comme ça un petit peu
poétiques, romantiques. En fait, en réalité, ce sont des cadavres d'animaux enrobés de sucre, puisqu'il y a de plus en plus de chapelures, on cache de plus en plus, et on masque notamment avec du sucre, parce qu'il y a la viande et il y a le sucre dans les cantines scolaires. Autant de choses, en fait, qui permettent de masquer, de cacher, en fait, la réalité des élevages industriels, notamment, quoi. Et ça, c'est vrai que, voilà, c'est un combat qu'on a mené, donc contre le lobby de la viande, sur lequel on n'a pas vraiment communiqué, parce qu'encore une fois, nous, on était vraiment sur la question écologiste, et encore une fois, l'impact des élevages industriels sur le dérèglement climatique. On était vraiment là-dessus prioritairement. Mais voilà, il y a ça, effectivement, qu'il faut prendre en considération. On n'est pas tous et toutes à égalité face à l'industrie agroalimentaire. Des corps sont plus colonisés que d'autres. Et dans les quartiers populaires, clairement, nos enfants voient leur corps être plus colonisés que ceux des autres territoires, quoi. Et donc, il y a vraiment ce combat-là à mener. Déjà, il faut expliquer, il faut informer dans les quartiers populaires du fait que ce sont les enfants de classe populaire qui consomment le plus de viande. En réalité, on reste encore sur cette idée, y compris encore une fois, parfois dans les milieux même militants des quartiers populaires, cette idée que manger de la viande, c'est un luxe, c'est super. Parce que, voilà, il y a cette idée de carence déjà, et puis il y a cette idée que on s'est battu, en fait, pour pouvoir avoir accès à la viande. Souvent, on parle des parents et des grands-parents qui mangeaient très très peu de viande dans le pays d'origine, et là, tout à coup, voilà, on a réussi, il y a une forme d'ascension sociale, et donc, enfin, on peut manger de la viande tous les jours. Il y a vraiment ce truc-là qu'il faut combattre. Donc, il y a tout un travail de conscientisation, de politisation à mener contre ce mythe, en fait. Les premières conférences qu'on avait organisées à Bagnolet, le titre, c'était « La viande, la fin d'un mythe ». Et c'était vraiment en direction des populations qui vivent dans les quartiers populaires. On les avait dans le viseur aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un combat contre les institutions à mener, le combat dont on a parlé tout à l'heure, mais il y avait aussi ce combat-là, en fait, en interne, entre guillemets, à mener. On avait, par exemple, dès le début, invité l'association L214. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que l'association ne s'attendait pas au succès, en fait, que l'association a eu donc, en arrivant dans le quartier. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup. Et puis alors, on pouvait mesurer les inquiétudes et les angoisses dont je parlais tout à l'heure. Hein. Vraiment, il y avait un truc où, oui, il y a cette idée quand même qu'il faut manger de la viande tous les jours, que pour être en bonne santé, bon, toutes ces légendes qu'on connaît. Mais je vous le disais, hein, il y a vraiment quelque chose qu'on veut regarder ailleurs, en fait, parce qu'on sait bien que c'est pas normal, on sait bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors c'est compliqué, évidemment, de toute façon, c'est au-delà du fait qu'on aimerait regarder ailleurs, qu'on cherche à regarder ailleurs, c'est compliqué de conscientiser cette question parce que on a quand même très très peu accès à ce qui se passe, en fait, à la manière dont sont traités les animaux non humains quand on vit dans les quartiers populaires. Ce sont des quartiers qui sont particulièrement emmurés, où la population est particulièrement elle-même, en fait, assignée à résidence, où on a quand même assez peu accès à ces animaux non humains qu'on finit par manger. Enfin, encore une fois, là, je ne parle que du lien entre les animaux non humains et la nourriture. Pour l'instant, je ne parle que de ça. Et donc, oui, ces animaux non humains qu'on finit par manger, en fait, on ne les voit pas dans les quartiers populaires. Voilà, on a affaire là à la population qui part quand même le moins en vacances, qui va le moins à la campagne, à la montagne, etc. Donc, le peu d'animaux qui sont encore à l'extérieur, dans des moins pires conditions parce qu'ils ne sont pas enfermés et cachés à la vue, en fait, eux ne les voient pas finalement. Alors là, c'est intéressant parce que le peu d'animaux non humains qu'on trouve dans les quartiers populaires et où on peut se dire voilà, une manière de reprendre lien, reprendre contact et de réfléchir, en fait, de se poser 2 minutes, de se dire, bon, allez, on se pose et on réfléchit au rapport que l'on peut avoir, nous humains, avec ces animaux, y compris dans une perspective, comme j'ai dit tout à l'heure, spirituelle, en fait. Et on réfléchit et on prend un peu de hauteur et en fait, ces animaux non humains-là, ils sont en cage, en fait. Ils sont tenus en laisse, ils sont... Et alors, moi, je me souviens... C'est quoi, c'est dans des zoos, par exemple? Bah oui, alors les zoos, l'horreur, quoi. Ça pour le coup, je suis pas la seule à dire depuis des années déjà, bien avant 2016. Hein, il faut fermer ça, quoi. Je veux dire, moi, je trouve inacceptable que dans les écoles publiques, encore aujourd'hui, on emmène des enfants dans des zoos. Le nombre de fois où j'ai vraiment
Là, vraiment, je me suis vraiment mise en colère quand je découvrais après coup qu'on avait emmené mes enfants dans des zoos. Je veux dire, mais c'est pas normal que c'est vrai. Ça, pour leur montrer d'autres animaux dans des prisons, en fait. C'est scandaleux. Et puis surtout, mais qu'est-ce qui se passe dans les zoos? Puis en quoi c'est un divertissement? Je veux dire, de mettre en cage, et puis de réduire des êtres à un espace, de les mettre sous contrôle, de les réduire à du divertissement, en fait. Et oui, effectivement, je suis une femme non blanche. Je cherche à me libérer moi-même d'une assignation à résidence. Je cherche à ce que mes enfants puissent se libérer d'une assignation à résidence. Je ne veux pas qu'on donne comme divertissement à mes enfants des animaux en cage. Et même en laisse, et même... voilà. En tout cas, je ne trouve pas que ce soit divertissant. C'est pour ça que je suis contre l'idée que l'école publique puisse en faire la promotion. Je veux dire, que ça existe, les zoos, bon, si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas tout ça, ce serait fermé, aboli depuis longtemps, mais ça existe, voilà. Mais qu'au moins, l'institution publique, qui est censée défendre l'intérêt général, qui est censée, voilà, n'en fasse pas la promotion. Je veux dire, ce n'est pas obligatoire d'emmener ses enfants dans des zoos, c'est pas obligatoire. On sait aujourd'hui que l'industrie de la viande, par exemple, le lobby de la viande travaille auprès de l'éducation nationale, auprès des écoles, pour que les enseignants, les enseignantes emmènent les enfants dans des fermes urbaines. Et on sait que c'est financé par l'industrie de la viande, quoi. Et les enseignants, les enseignantes, en fait, le font parce que alors c'est une sortie, puis alors ça coûte rien à l'éducation nationale, c'est bien, à l'heure où l'éducation nationale n'a pas beaucoup de sous. Et donc on emmène les enfants dans ce qu'on appelle les fermes urbaines, et on leur fait croire que la viande consommés à la cantine, en fait, ce sont ces petits animaux tout mignons, tout gentils, parce qu'on a là des fermes un peu comme dans les Disney là, de l'époque. Oui, qui ne sont pas du tout représentatives, voilà, fait, de l'élevage. Et qui gambadent comme ça, à l'air libre, en fait. Bon, c'est déjà un problème, les fermes urbaines, enfin les fermes urbaines en soi, hein. Mais je veux dire, mais en plus, c'est mensonger. Je veux dire, la viande qu'ils ont ensuite à la cantine quand ils rentrent à midi, évidemment que elle ne provient pas de ces animaux-là, quoi. Donc il y a vraiment un travail de fond, de sape qui est organisé par l'industrie de la viande. L'éducation nationale devrait se poser la question de manière un petit peu plus profonde, plus structurelle, en fait, de son rapport à l'industrie agroalimentaire, l'industrie de la viande en particulier. Mais on a des projets comme des projets de bergerie. Alors, il se trouve qu'il y a une bergerie à Bagnolet. Et en fait, j'ai été sollicitée il y a peu de temps parce que, alors cette bergerie, les autorités publiques ont cherché à la déplacer d'un endroit à l'autre. Et donc, il y a eu une campagne de mobilisation. Il y avait même à un moment donné l'idée d'y organiser de cette bergerie une ZAD. Mais alors je me souviens, au nom de la cause écologique, environnementale, on parlait d'écocide, mais aussi au nom de la cause animale, pour dire, voilà, il faut défendre le peu d'animaux qu'il y a en ville, voilà, le peu de nature. Voilà, on mobilisait aussi cette notion de nature, voilà, en ville. Et moi, non, alors je ne me suis pas opposée, je n'ai rien fait d'ailleurs de public, j'en parle là, mais j'en parle un petit peu dans le livre, mais pour moi, non, c'est pas ça, pour moi, la bonne nouvelle, ces animaux qui sont, in fine, en cage, et que, in fine, on réduit à leur stricte utilité. Ces chèvres-là, qu'on donne comme ça, en disant, mais regardez, elles sont belles, et puis c'est mignon, et puis ça fait penser à la campagne. Non, moi, bon, déjà, d'une part, quand on parle de libération écologiste dans les quartiers populaires en particulier, moi je vois l'océan, en fait, je vois la mer, je vois casser les murs, casser le béton, casser ce qui nous empêche, en fait, d'avoir des horizons, de voir le soleil à un autre moment qu'entre 11h et 15h, parce que c'est ça dans les quartiers, on voit le soleil entre 11h et 15h, on le voit pas se lever, on le voit pas se coucher. Du fait des barres d'immeubles. Voilà, des hauteurs, en fait, du béton, quoi. Voir des murs qui peuvent être construits pour séparer certains quartiers. Donc pour moi, écologie de libération dans les quartiers populaires, écologie populaire dans les quartiers populaires, c'est abolir les frontières, casser les murs. Et donc c'est certainement pas avoir comme ça des échantillons de nature, des échantillons de campagne, des échantillons d'animaux, en fait, encore une fois, qui sont donnés à voir, qui sont mis en scène pour divertir les enfants des quartiers populaires. Ça, moi, je veux pas de ça. En fait, même ça, il faudrait, en fait, en réalité, l'abolir, quoi, le casser, le fermer. Bon, voilà. Donc, en tout cas, moi, je renvoie ça d'un revers de main en disant non, c'est pas du tout le projet politique de libération qu'on nous vend. Il faut autre chose, en fait. Et oui, quand je pense aux camarades antispécistes de 269 Libération Animale qui vont justement dans les
dans les élevages industriels pour libérer des animaux, pour les amener dans un sanctuaire et pour imaginer autre chose en fait. Là oui, là je devine là, je vois là un projet de libération, oui, qui peut participer d'ailleurs aussi à notre propre libération en tant qu'animaux. Et oui, là, je pense que en termes de perspective et d'horizon, il y a quand même beaucoup plus matière à réfléchir et à envisager comme ça des perspectives d'alliance entre les luttes des quartiers populaires, les luttes écologistes, les luttes antispécistes. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité particulière peut-être des mères ? En fait, on peut le déplorer parce que c'est le résultat d'une répartition inégalitaire des charges en fait et des tâches ménagères et de la charge mentale même au sein des couples hétérosexuels. Et donc c'est plus les mères, comme vous l'avez dit, qui se chargent des repas des enfants. Bon, une fois ça dit, est-ce qu'on peut se dire que finalement ça donne aussi beaucoup de pouvoir aux mères d'agir, d'être responsables finalement de la transition, de la nécessaire transition alimentaire qu'on doit opérer à la fois pour libérer les animaux, pour des raisons écologiques, pour des raisons de santé des enfants, c'est aussi pour ça que vous vous êtes mobilisés. Est-ce que vous reconnaissez et vous mobilisez ce rôle des mères dans la transmission finalement alimentaire envers les enfants ? Oui, alors vous commenciez par dire, même si on peut déplorer le fait que les mères soient réduites à ce rôle autour de la nourriture, de l'alimentation, de s'occuper en fait des enfants avec toute la charge mentale, comme on dit, qui l'accompagne. Même là-dessus, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, en réalité, si aujourd'hui, le fait de s'occuper des enfants, le fait de faire à manger, le fait de se soucier en fait de la transmission, de l'éducation des enfants était quelque chose qui était valorisé, si tout à coup ça avait de la valeur sociale en fait de faire tout ça, oui. On laisserait pas les femmes et les mères en fait là-dessus et on verrait appliquer oui. Tous les hommes, évidemment les classes supérieures, etc. Enfin, je veux dire, en soi, ce n'est pas problématique la transmission. C'est le côté inégalitaire et les charges. Bien sûr, c'est le fait qu'on assigne en fait une catégorie de population sur ces tâches-là, mais qui ne sont pas en soi quelque chose de dénigrant, d'humiliant, de stigmatisant, pas du tout. Moi, je trouve que voilà, la transmission, alors quand on parle de transmission, quand on parle d'éducation, quand on parle de nourriture, pour moi, ce sont des enjeux qui sont absolument centraux, essentiels. Non, la question, c'est dans quelle mesure on politise la transmission, l'éducation, la nourriture. C'est ça la question, en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, je dis pas venez les mères, on va faire la vaisselle, on va faire à manger. Enfin, c'est pas ça que je défends. Non, moi, ce que je dis, c'est il faut faire de ces enjeux, d'ailleurs, ce qu'on fait déjà, en fait, parce qu'en réalité, on le fait déjà. Il faut en faire des enjeux politiques. La transmission, la nourriture, l'éducation des enfants, la protection des enfants, on s'en occupe déjà. Ne nous faisons pas avoir. Faisons de tout ça, en fait, des enjeux politiques centraux pour la société. Et surtout, organisons-nous politiquement pour le faire ensemble. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transmettre, d'éduquer, de faire à manger dans son coin. Il s'agit d'y réfléchir déjà dans le champ politique, à travers un débat politique, d'y réfléchir ensemble. Et de se donner les moyens d'intellectualiser ça, de produire des concepts, des idées, etc. C'est ça pour moi l'enjeu. Et il y a beaucoup de choses à faire. Je veux dire, encore une fois, le jour où on politise tout ça, où on pose ça sur la table, dans des livres, dans le champ culturel, on aura beaucoup avancé. Pour moi, ça participe de notre libération d'ailleurs. Et oui, c'est un enjeu, la transmission, effectivement, parce que, alors, dans la puissance des mers, mais comme pour une écologie pirate, moi, effectivement, j'essaie de mener deux fronts. Le premier, c'est le rapport aux institutions. Et donc de dire voilà quelles sont nos revendications, voilà ce qu'on défend, voilà le projet politique qu'on défend, et voilà comment on va l'imposer dans le cadre d'un rapport de force politique. Mais l'autre, effectivement, et c'est parfois il y a une tension, mais c'est comment je m'adresse aux maires que nous sommes, aux quartiers populaires, aux personnes racisées, aux femmes, aux minorités, en disant nous on a un travail à faire nous aussi, de notre côté, en notre sein, dans nos milieux, dans nos familles, dans nos entourages, dans nos foyers, etc. Et pour moi, il faut vraiment tenir ces deux bouts, en fait. C'est vraiment, pour moi, la clé de la réussite de nos combats, quoi. Et donc, oui, il y a quelque chose à dire aux maires, comme sujet politique, en disant, là où, jusqu'à aujourd'hui, et de manière majoritaire, de fait, nous reproduisons un ordre social,
y compris l'ordre spéciste, mais comme l'ordre racial, l'ordre patriarcal, l'ordre capitaliste. Il ne tient qu'à nous de rompre cette reproduction et de faire autre chose, de proposer autre chose, de travailler à autre chose. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour moi de pointer du doigt ou de renvoyer à la responsabilité de telle ou telle mère. Je parlais tout à l'heure de charge mentale, on a déjà assez de charge et de culpabilité aussi. C'est-à-dire que si c'est pour aller dire à telle mère, en fait, il faut que tu te soucies de ça. Et en plus, il faut que tu portes, toi, la responsabilité individuelle des inégalités, des injustices avec toutes celles que je viens d'énumérer. Non, évidemment qu'il ne s'agit pas de ça du tout. Non, pour moi, il s'agit d'une responsabilité collective, mais qui peut se rejouer, y compris au sein du foyer, dans un rapport interindividuel entre la mère et l'enfant. Voilà, c'est-à-dire qu'on y pense ensemble, collectivement, on y travaille d'ailleurs ensemble et collectivement, mais on peut aussi porter ce projet politique, penser ensemble, collectivement, à la maison, au sein du foyer. Et oui, pour moi, là, il y a un enjeu qui est d'ailleurs trop peu valorisé sur le champ politique, y compris dans nos espaces militants et y compris dans l'antispécisme, c'est qu'est-ce que nous, mères, parents, en fait, on peut faire à la maison, au quotidien, pour changer les choses, en fait. Et dès le plus jeune âge, je l'ai dit tout à l'heure. De transmettre, en fait, des valeurs d'égalité, de justice, qui passent aussi par l'alimentation, de dire, justice et égalité vis-à-vis des autres animaux aussi, en particulier. Oui. Surtout qu'il s'agit d'opposer ça à l'industrie de la viande qui, elle, va chercher nos enfants depuis le berceau, quoi. C'est pas comme si nos enfants attendaient, en fait, pour être éduqués sur ces questions-là, attendez l'âge de la majorité, attendez d'être adulte. Évidemment que depuis le plus jeune âge, depuis le berceau, l'industrie de la viande, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de cette question-là, vient et lui chuchote à l'oreille de cet enfant à quel point il a besoin de viande pour être fort, pour être viril, pour réfléchir, pour faire du sport, etc. Il a besoin de viande et il en a besoin tout le temps et c'est bon, et il ne peut pas s'en passer. Donc c'est d'autant plus urgent, en fait, que nous, parents et mères en particulier, effectivement, c'est un sujet politique que je défends, que nous, dès le plus jeune âge, on travaille à autre chose. Bon, on travaille déjà nous-mêmes à nous conscientiser, mais on travaille aussi à transmettre à nos enfants une autre manière de voir le monde, une autre manière de penser le monde et précisément le rapport qu'on peut avoir aux animaux non humains. Alors, c'est pas simple. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut quand même partir des expériences singulières. Alors moi, je défends ce point de vue qui est le point de vue des quartiers populaires. Moi, je défends vraiment un projet politique depuis les quartiers populaires. Donc, je m'invente pas une vie. J'essaie de pas m'inventer une vie avec des concepts comme ça que j'irai chercher et que j'irai en fait adapter en fait à une expérience politique et sociale dans les quartiers populaires. Moi, j'essaie vraiment de partir de ma propre expérience politique, y compris quand elle est personnelle, et j'essaie de voir un peu quelles sont les expériences politiques dans les quartiers populaires. Moi, je pense que la meilleure entrée, on va dire, c'est vraiment de partir effectivement de ce qu'on ingurgite, en fait, et de ce que, année après année, depuis qu'on est ici dans cette société française, européenne, de ce qu'on ressent comme étant, de ce qu'on devine comme étant un mal-être, en fait, une mise en errance. Il y a quelque chose où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, et on le voit, je vous disais, parce qu'on a tendance à vraiment cacher, masquer, en fait, vraiment cette histoire de nuggets. Moi, c'est quelque chose vraiment où je vois, il y a de plus en plus de nuggets dans les assiettes, quoi. Où vraiment, on veut plus voir ça et du coup, on recouvre avec plein de couches de sucre et de sauce et de pour pas voir la réalité, en fait, cette immondice, en fait, qu'on met dans notre propre corps, quoi. Et ça, je pense qu'il y a vraiment, ça serait vraiment dommage que le champ antispéciste ne se saisisse pas de ça, en fait, de ces premiers questionnements, de ces questionnements vraiment philosophiques, quoi, qui sont même, je vous dis, y compris dans les familles, dans les foyers, dans les communautés. Je pense que, en tout cas, c'est une des entrées qui peut être intéressante d'aller explorer, d'aller chercher, d'aller mobiliser. Et ça peut vraiment aboutir j'espère, à faire que la question de la libération animale se pose, y compris là. Si cet épisode vous a plu et vous semble important, partagez-le à vos proches et sur les réseaux. Dans la prochaine partie, on prolonge ces réflexions très riches en abordant une question très souvent soulevée comme une critique du mouvement antispéciste. L'idée que c'est une lutte de personnes blanches. Fatima Wassak a aussi beaucoup de choses passionnantes à dire à ce sujet. Alors on se retrouve pour ça dans 2 semaines. Bisous.